Bonjour et bienvenue sur Loire FM 100.9, c'est rendez-vous avec, comme toutes les semaines. On va parler d'autoroute, d'A45, pour, contre cette semaine, notamment, mais pas que, on va parler de politique, notamment Gilles, puisque alors, faut dire un petit peu les choses. Tu reçois aujourd'hui dans les studios de Loire FM celui qui fut mon maire quand j'étais tout petit, pendant quelques années d'ailleurs. Donc tu reçois aujourd'hui Pascal Garrido, l'ex-maire, doit-on dire maintenant, je crois, de la Talaudière. Philippe, je suis ton maire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Rendez-vous avec. Cette semaine, c'est un rendez-vous avec la politique, comme vient de le dire à l'instant Philippe. On avait prévu de recevoir le maire de la Talaudière et patatras, en quelques jours, il démissionne, il n'est plus le maire de la Talaudière. Pascal Garrido, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, première question, pourquoi vous n'êtes plus le maire de la Talaudière ? Parce que je l'ai décidé ainsi et que c'est mon droit le plus absolu de transmettre en cours de mandat et ne pas attendre que les choses se précipitent à la fin du mandat. C'est quelque chose qui était prévu dès le départ ? Oui, j'avais choisi celle qui devait me succéder, qui a beaucoup de qualités, qui m'a accompagné pendant 8 ans et qui était prête à prendre la suite. Et je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Et quand vous étiez en campagne pour un renouvellement de mandat, vous aviez dit aux gens qui votaient pour vous, attention, j'irai pas au bout ? Oh, ça s'est pas dit comme ça, mais tous ceux qui m'accompagnaient le savaient parfaitement. Et donc vous aviez prévu les cannes à pêche, vous aviez prévu autre chose pour la suite alors ? Non, j'ai pas prévu des cannes à pêche parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je reste premier adjoint jusqu'à la fin du mandat. Ça me permettra de transmettre les derniers éléments qui sont encore à transmettre, puis il y a des projets encore à conduire. Alors on a beaucoup de choses à dire, on a des choses à découvrir sur la Talaudière. Moi j'ai envie de savoir un peu votre parcours, comment on arrive un jour au maire de la Talaudière, qu'est-ce qu'on a fait avant ? Est-ce que dans l'âme vous étiez un militant politique ? Quel est votre parcoure ? C'est le hasard. Le hasard ? On dit que le hasard fait bien les choses. Moi j'étais militant syndical dans un syndicat. Dans la profession que j'exerçais, j'ai été vérificateur de comptabilité pour l'administration fiscale et j'étais un membre actif du syndicat national unifié des impôts, qui est un syndicat qui connaissait beaucoup la fiscalité et les rapports avec l'administration et les ministères. Donc j'ai eu rencontré un certain nombre de ministres. Je garde un bon souvenir de Charras. Vous êtes un homme de chiffres alors ? Un homme de chiffres, exact. Ça aide beaucoup dans la fonction de maire. Et à l'origine, vous étiez de la Talaudière ou comment ça s'est passé ? Vous êtes originaire de quel coin, si j'ose dire le mot ? Je suis né à Saint-Étienne, mais je suis habitant de la Talaudière depuis l'âge de 4 ans. Bon, j'ai suivi une scolarité à l'école de la Talaudière, d'abord puisque l'ancien maire de la Talaudière, Pierre Damon, a été mon instituteur. Et j'ai été son adjoint jusqu'à la fin de son mandat, et ensuite je suis devenu adjoint moi-même et maire ensuite. Il s'est trouvé que, comme beaucoup, j'ai voyagé pour des études à Lyon, à Paris, Clermont-Ferrand. J'étais revenu à Lyon et puis j'ai décidé d'acheter un terrain pour m'installer dans ma ville qui m'avait vu grandir, la Talaudière. Et comme par hasard, il y avait une campagne électorale qui arrivait, on est venu me chercher pour être sur la liste. Et comme cette maison se construisait, que j'avais encore mes activités professionnelles à Lyon, dans une brigade de vérification qui avait un grand territoire, puisqu'on avait Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Auvergne. Donc je me déplaçais beaucoup. J'avais dit de me mettre en rang inutile, puisqu'il y avait à ces moments-là une liste d'opposition. Donc je ne me rappelle plus quel rang, et manque de chance, où le hasard était ainsi, j'ai été élu. Et à partir du moment où je m'implique dans un dossier, en général, je le conduis. Et donc, vous êtes maire depuis 1995 et vous avez arrêté il y a quelques jours. Voilà. Quel est le bilan que vous pouvez faire de toutes ces années de maire ? Très, très riche. Est-ce qu'il y a des choses qu'on est fier d'avoir fait, des choses qu'on regrette d'avoir fait, des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu faire ? Non, je crois qu'il faut positiver. Tout ce que j'ai fait beaucoup de choses. Il faut dire que la commune de Talaudière s'est enrichie avec une zone industrielle très importante, donc ça a eu un apport financier qui était agréable à conduire et on a fait beaucoup de choses. Mais si j'avais résumé ce qui m'a le plus d'avantages, c'est un espace paysager à l'entrée de ville, un étang paysager. J'ai beaucoup d'affinité avec tout ce qui touche l'environnement, donc cet espace où nagent les canards et les poissons, ça me va bien. C'est un beau lieu de balade. Voilà, c'est un lieu de balade familial, et quand il y a beaucoup de gens qui se promènent dans ce lieu. Et puis l'obtention d'une 3e fleur au concours des villes fleuries. J'ai beaucoup fait pour qu'on y arrive, et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est obtenir la 4e. Moi, j'avais envie de vous demander, quand on passe à la Talaudière ou quand on a l'image de la Talaudière, on a l'impression que c'est une commune où on vit bien, qu'il y a encore du commerce de proximité,
Et que tout se passe bien, tout est beau. Est-ce que vous avez un secret? Ou alors j'ai une image d'Épinal, comme on dit? Non, on accompagne beaucoup les commerçants puisqu'on a mis en place un système financier qui permet de les accompagner lorsqu'ils font des renouvellements de vitrines, de magasins, d'accessibilité aussi. Donc ça se passe bien avec l'association des commerçants. Alors c'est vrai que la Talaudière a cet avantage d'être un carrefour qui amène des gens à la fois des contreforts du Lyonnais et de toute l'agglomération stéphanoise. Et si on défend le commerce local, contrairement à d'autres élus qui ne voient que par la grande surface, on pourrait parler de style que je trouve anachronique par rapport... On ne peut pas à la fois vouloir du commerce de proximité et envoyer les surfaces commerciales importantes avec des grands parkings qui bouffent beaucoup d'espace à l'extérieur des concentrations urbaines. C'est compliqué le commerce aujourd'hui. C'est très compliqué. Mais je crois que les gens aussi aujourd'hui ont changé leur consommation. Non mais, et consomment aussi beaucoup par Internet. Donc là, il n'y a peut-être pas vraiment de solution, quoi. Non mais il faut savoir ce que l'on veut. C'est pas le tout le dimanche où les grands élus, les députés, les sénateurs et autres viennent faire des grands discours sur le développement durable, sur l'écologie, et puis mettre davantage de bagnoles ou éloigner le consommateur du lieu où il habite. Forcément, il se déplace. Si on a des commerces de proximité, c'est quand même plus facile d'y aller à pied que d'y aller en voiture. On a un ancien habitant de la Talaudière qui veut intervenir. Oui, parce que question pour Pascal Garrido, donc vous nous avez parlé de l'étang paysager, c'est vrai qu'il y a plein de choses au niveau environnemental qui se font sur la Talaudière. Vous avez quand même un souci, je voulais savoir, est-ce que vous allez participer vendredi prochain, je crois que c'est le 3, hein. Il y a une manifestation par rapport aux odeurs qui se font du côté du pôle de la viande. On en est où là? Mon cher monsieur Bory, vous êtes mal renseigné, c'est pas le 3, c'est le 10. Ah, c'est le 10. C'est le 10, effectivement, je suis un des initiateurs de cette manifestation. Ça fait 2 ans et demi qu'on supporte des mauvaises odeurs dues à la société d'abattage, que je ne combats pas en tant que telle, c'est pas le but, mais qui fait subir des nuisances aux habitants. Et à partir de ce moment-là, dans la mesure où on a attendu, on était patient pendant 2 ans et demi, je crois qu'on ne devait pas nous attendre, ni du côté des services de préfecture, ni du côté des industriels, eh bien, on va descendre dans la rue pour se faire entendre. Donc c'est le 10, mais culpa. Voilà. Très bien, on revient toujours à la Talaudière. Moi, j'ai aussi une petite question amusante. On a l'impression, en dehors de Saint-Étienne, que la Talaudière, Sorbier, Saint-Jean-Monfort, c'est des belles communes où on a envie d'aller vivre. On a l'impression, on a un peu cette image, ce sont des communes qui sont plutôt à droite. Et je me suis rendu compte par hasard que vous étiez à gauche. Comment ça se fait qu'une commune comme la Talaudière est à gauche? Alors aussi, il y a un secret? Vous êtes mal renseigné parce que le maire de Sorbier est socialiste. Et que la municipalité de Saint-Jean-Bonnefond, entre autres, est plutôt à gauche qu'à droite. Alors j'ai tout fait, on coupe et on reprend. Non, mais donc ça veut dire qu'on peut se développer, amener un cadre intéressant et être quand même socialiste? Oui, mais je ne pense pas que la droite soit plus intelligente que la gauche. D'ailleurs, on a cette idée que, hormis la droite qui a le droit de gouverner et même de faire beaucoup de conneries, la gauche qui en fait aussi parfois, a le droit également de gouverner et qu'elle a la capacité pour... On est aussi bien intelligent lorsqu'on est à gauche que lorsqu'on est à droite. Mais il faut que la droite arrête son cinéma de croire qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Non, mais je voulais juste vous provoquer un petit peu. Mais c'est pour ça que c'était aussi ce petit clin d'œil d'humour. On continue avec la Talaudière. Moi, j'ai cherché un peu de savoir pourquoi on appelait cette commune la Talaudière et j'ai vu que ça viendra, a priori, c'est tiré d'un nom de famille, les Tolo. Est-ce que vous confirmez? C'est ce qui est indiqué dans l'histoire locale, mais je ne peux pas vous confirmer ça, je n'ai pas été vérifié moi-même. C'est quelque chose qui a été cité dès 1378. Oui, vous savez, la Talaudière n'était pas une commune, ça a été d'abord un quartier de Sorbier. Un quartier de Sorbier. Qui s'est développé à cause de la mine. La Talaudière, c'est une ville minière qui s'est développée. À cette époque-là, les gens allaient habiter à proximité de leur lieu de travail. Ils n'avaient pas de bagnole. Tout à fait. On a aussi un sujet qui est dans l'actualité aujourd'hui, c'est la prison qu'on va peut-être construire à Saint-Bonnet-les-Oules. Vous êtes dans une commune qui a une prison. Quel est votre avis à vous et éventuellement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout le monde soit à peu près d'accord? Alors, la maison d'arrêt, puisque c'est une maison d'arrêt, non pas une centrale pénitentiaire, est installée à la Talaudière depuis 50 ans. Et elle subit des transformations. Avant, c'était à Saint-Étienne, je crois, la prison Fourchette. Hein. Voilà, c'était la prison qui était là où se trouve aujourd'hui Centre 2. Centre 2, tout à fait. Et puis Centre 2 se construisant, on nous a envoyé la maison d'arrêt sur un site de la Talaudière. L'État a acheté beaucoup de terrain, a construit un bâtiment en forme de parallélépipède et a commercialisé les restants de terrain qu'il avait en trop à un lotisseur qui a mis des maisons individuelles à proximité. Ce qui est une bêtise monumentale.
D'autant plus que cette maison d'arrêt s'est agrandie et on a fait non plus un parallélépipède, mais on a fait un L avec des vis-à-vis et les humains, qu'ils soient incarcérés ou qu'ils soient dans la rue, ils ont tendance à communiquer. Et quand ils communiquent et qu'on est un peu éloigné, eh ben on crie. C'est un peu bruyant. Si bien qu'il y a eu beaucoup de bruits qui se sont développés à partir de là. Et puis la discipline a été modifiée. Vous savez, aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on faisait autrefois. La même discipline n'existe plus aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le yo-yo. Le yo-yo, c'est-à-dire qu'on communique de cellule en cellule par intermédiaire de ficelles qui permet d'envoyer ou de distribuer de la bière ou des téléphones ou je ne sais pas trop quoi. Tant que ça reste ça, j'ai toujours dit, le jour où ça sera des armes, ça sera peut-être plus grave. Et puis il y a des éléments extérieurs qui, à un moment donné, étaient à l'intérieur, qui veulent communiquer avec ceux qui sont à l'intérieur et qui envahissent ces propriétés privées. Mais j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, l'administration ne voulait plus ce système, d'avoir une maison d'arrêt à côté des maisons individuelles ou des habitations. Et je pense que celle de Rouen, qui s'est construite plus récemment, n'offre pas ce genre de difficultés. Mais je dis bien, on l'a depuis 50 ans. C'est ce que j'ai dit à mon collègue de Saint-Bonnet-les-Oules. D'ailleurs, à ce sujet-là, il ne s'est jamais préoccupé de savoir s'il y avait des nuisances à la Talaudière. Par contre, maintenant, il descend dans la rue pour défendre ceux qu'il a comme concitoyens. Et vous voyez quoi comme solution? Alors, faudrait construire des prisons dans des endroits complètement déserts Non, c'est pas possible parce que il faut forcément qu'il y ait des liens avec le palais de justice, avec les services qui se suivent. Bien sûr, les tribunaux. Les tribunaux, on ne peut pas mettre une maison d'arrêt à 150 km pour déplacer, lorsqu'il y a des auditions à enregistrer, eh bien des déplacements qui, aller-retour, feront 300 km, c'est pas possible. Ça veut dire que Saint-Bonnet-les-Oules, on aurait le même problème partout, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour dire leur mécontentement. Oui, mais d'ailleurs, chaque fois qu'il Donc il n'y a pas vraiment de solution. Chaque fois qu'il y a un sujet qui touche à la vie de tous les jours, que ce soit une infrastructure pénitentiaire ou un centre des déchets, de traitement des déchets, ou la 45, mais pour différentes raisons, les gens qui sont bousculés dans leur façon de vivre voient ça d'un mauvais œil, c'est normal. Est-ce que il y a des choses que vous regrettez de ne pas avoir fait à la Talaudière pendant vos mandats? Je vais vous surprendre, non. Je pense avoir fait à peu près ce qui était prévu de faire. J'ai fait beaucoup de choses, je vous dis bien. Ou alors, je retourne la question, quand vous êtes arrivé en poste, est-ce que la vision que vous aviez sur le futur correspond à celle-ci aujourd'hui? Vous savez, quand je suis arrivé à la mairie de la Talaudière, les moyens financiers étaient très rudes, durs. C'était très dur. Un de mes collègues vous dirait qu'à l'époque, on avait le crayon et la gomme pour ce qu'on effaçait plus, qu'on n'ajoutait pas. Ça a changé depuis, on a fait beaucoup de choses, mais non, je ne regrette pas. Il y a forcément des ratés, des bâtiments qui fonctionnent un peu moins bien qu'on aurait voulu, mais dans l'ensemble, c'est positif. Et je crois que les habitants aiment vivre la Talaudière. D'ailleurs, aujourd'hui que j'ai arrêté mes fonctions, on a beaucoup qui viennent me voir en me disant « Merci, monsieur le maire, pour tout ce que vous avez fait. » Donc, c'est quelque chose qui doit être quand même assez satisfaisant d'entendre ce genre de paroles. Tout à fait, oui. Mais j'ai beaucoup d'amitié pour tous ces habitants que je côtoie régulièrement. On parle aujourd'hui beaucoup du Grand Saint-Étienne Métropole. J'ai lu que vous aviez depuis 1996 adhéré à la communauté de communes et depuis 2001 à la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole. Qu'est-ce que ça change pour un maire d'être dans ces grands ensembles ou pour une commune? J'étais un des fondateurs, à l'époque où Michel Thiollière était maire de Saint-Étienne, à la création de cette agglomération qui a eu beaucoup de mal à démarrer. Il y avait cette méfiance vis-à-vis de la grande ville. On a été une douzaine de maires à créer Saint-Étienne Métropole. Et l'objectif, j'ai toujours dit, c'est pas parce que la commune de la Talaudière se porte bien, qu'elle a un taux de chômage inférieur à peut-être d'autres communes, que ceux qui travaillent ou qui habitent à Talaudière et qui se trouvent au chômage n'étaient pas concernés par rapport à ce qui se passe à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est la ville-centre. Si on n'a pas une ville-centre forte, tout le monde en subira des conséquences négatives. Donc l'objectif, c'était de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul dans son coin, mutualiser le traitement des ordures ménagères, je m'en suis beaucoup occupé, le traitement, la collecte, les rivières qui ont beaucoup progressé, mais également les équipements qui soient sportifs, éducatifs ou sociaux. Il faut qu'on arrive à mutualiser les moyens et mutualiser les constructions. On ne va pas faire chacun son stade de foot. Si, vous voyez, si chaque commune avait un Geoffroy Guichard dans sa commune, ça coûterait très cher et ça ne serait pas positif. Est-ce qu'au départ, c'était aussi un peu difficile au niveau du côté gauche-droite, des avis différents, où tout le monde voulait aller dans le même sens?
Non, au départ d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'en parler avec Michel Thiollière... On en a parlé la semaine dernière avec lui. J'ai beaucoup côtoyé à cette époque. L'ambiance n'était pas du tout politique. Là, il disait régulièrement qu'il aimait bien travailler avec nous parce qu'il y avait ce côté amitié. On a beaucoup travaillé, mais dans un climat qui était très serein. C'était pas l'époque où il y avait une poignée entre les hommes et on s'entendait? Oui. Où il n'y avait pas des calculs politiques? Ça a changé. Des hommes qui viennent faire des carrières. Saint-Étienne Métropole a 21 ans, bientôt 22 ans d'existence. Les 2 premiers mandats, la création et celui qui a suivi, où il y avait des élus de gauche, des élus de droite, on a travaillé tous ensemble dans un climat, je disais, serein, sans opposition réelle. On se chamaillait parfois, mais pas méchamment. Et puis est arrivé Maurice Vincent, et là ça a changé beaucoup de choses, ça s'est beaucoup plus politisé. Et alors depuis l'arrivée de Gaël Perdeillot, n'en parlons pas. C'est pire. C'est pas pire, c'est autre chose. D'abord, on n'est plus à la même échelle. C'est une question d'homme ou c'est une question d'époque? C'est une question de politique? C'est une question d'homme et d'époque. Aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe à l'échelon national, voire international. Vous savez, quand on voit arriver des Donald Trump, des Poutine, aujourd'hui, le climat politique en général n'est pas réconfortant. Quand on étale les vies privées dans la presse, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'un président de la République, aujourd'hui, n'est plus respecté. Moi, qu'on n'ait pas respecté le général de Gaulle ou un François Mitterrand, ça m'aurait fortement déplu. Moi, Sarkozy est arrivé, il a dévalorisé, pour moi, la fonction du chef de l'État. Le chef de l'État doit être intouchable. C'est un peu ça. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais de là à s'immiscer dans la vie privée, en faire presque des sujets de rigolade... Les messages qu'on trouve par exemple sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Est-ce que c'est pas l'erreur d'avoir passé du septennat au quinquennat? Moi, je pense que c'est là que vient aussi le problème, c'est qu'avant, un président, il était au-dessus, justement, et quand M. Sarkozy est arrivé, on avait l'impression qu'il n'était plus président, mais qu'il était Premier ministre. Il y a eu ce changement, effectivement, mais je ne sais pas si c'est dû à la durée du mandat. Et puis, si je peux me permettre, vous avez cité le général de Gaulle et François Mitterrand. Je suis désolé, je suis un plus jeune, mais c'était quand même pas la même carrure, quoi. Pourquoi ça? Parce que le général de Gaulle, même si j'ai pas connu, et François Mitterrand, ils étaient au-dessus, quoi. Ah oui. Quand on voit les gens aujourd'hui, quand je suis désolé pour les fans ou les non-fans, mais j'ai du respect pour tout le monde, mais Nicolas Sarkozy ou François Hollande, c'est pas la carrure de Mitterrand, c'est pas le passé du général de Gaulle, et puis c'est des hommes aussi, c'est peut-être ce dernier lien aussi, c'est que c'est des gens qui avaient connu la guerre, et ceux qui sont venus après l'ont pas connu. Il y a peut-être une petite différence là-dedans aussi. Non, je crois que c'est une question de caractère. Aujourd'hui, effectivement, des grands hommes, je les cherche. On a eu des grands hommes, des intelligences. J'avais vu François Mitterrand au Bourget, 1 heure de prise de parole, sans ennui, sans un papier devant lui, et c'était une merveille. Le général de Gaulle, lorsqu'il s'exprimait en public, il savait ce qu'il avait à dire, il savait où il n'avait pas de nègre comme aujourd'hui qui écrivait ses discours. C'était des hommes qui avaient la notion de l'importance du rôle qu'ils avaient à jouer. C'est surtout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression on fait trop d'égocentrisme, on s'intéresse trop à sa personne avant de s'intéresser à l'intérêt général. Mais c'est peut-être un peu le souci qu'on a aujourd'hui des élus, c'est qu'ils veulent être réélus, mais qui ne sont pas là pour servir. C'est un peu ce que le public pense, quoi. Je me trompe peut-être. Hein. On est réélu si on a bien servi, naturellement. Si on a mal servi, on pourra faire ce que l'on voudra. La population n'est pas bête au point de ne pas être informée. Oui, mais vous avez la population a tous les moyens aujourd'hui pour être informée. Il n'y a jamais eu autant. Il y a de moins en moins de gens qui vont voter aussi. Ils ne sont pas inscrits sur les listes. Ceux qui sont inscrits ne vont pas voter. Ceux qui vont voter parfois votent blanc ou nul. À la fin, il ne reste pas grand monde sur l'échiquier. C'est ce qu'on appelle la désillusion. Il y a, je crois, un phénomène de ras-le-bol. Mais tout le monde est responsable là-dedans. De l'électeur à l'homme politique, finalement, l'homme politique est à l'image de ce que l'on en a fait. C'est la société, une société aujourd'hui qui est particulièrement égoïste, de consommation, même de consommation, de rapidité. Quand on voit que les émissions les émissions de télévision sont celles où on va s'étaler sa vie privée devant tout le monde, c'est inadmissible. Oui, mais regardez encore une fois, moi je n'ai pas regardé, je suis pas pour, mais les gens ont regardé.
Oui. Oui, oui. C'est un peu comme on en disait tout à l'heure, on veut tous une prison, mais pas chez soi. Qui est fautif? On regarde pas les émissions bêtes, on regarde tous Arte, mais quand on regarde les chiffres, Arte, ils ont pas les mêmes chiffres que TF1. Oui, mais ça, c'est le système. Donc Qui est fautif, c'est celui qui regarde ou c'est celui qui fait C'est bien? un peu l'histoire de la paille dans l'œil du voisin, quoi. Mm. On est avec Pascal Garrido pour cette deuxième partie. Je viens à l'instant de parler des primaires. Quel est votre avis à vous? Est-ce que vous étiez plutôt Valls? Est-ce que vous étiez plutôt Hamon? J'ai eu beaucoup de difficultés à me positionner. Finalement, j'avais choisi Valls en pensant qu'il y aurait plus de facilité d'être présent au second tour, qu'il y aurait peut-être moins de division. Je crains la division, mais je tiendrai compte du résultat. Et comme je suis fidèle en général à mes idées, à mon parti, je voterai à Hamon au premier tour, en espérant, mais j'ai des craintes qu'il soit présent au deuxième tour. Ça, c'est une autre histoire parce que je crains surtout un éclatement au niveau du Parti Socialiste à la suite de ces élections. Vous n'allez pas partir chez Macron, alors? Non, non. Vous pensez quoi de cet emballement Mais médiatique? si d'aventure Macron était présent au deuxième tour, je voterais Macron. Je crois que si on est de gauche, la question ne se posera pas, parce qu'entre Macron et Le Pen ou Fillon... Oui, voilà, vous avez résumé la situation. Fillon peut-être, s'il est encore là. Oui. Et chacun a sa Pénélope. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de votre successeur oui, Mon successeur. Madame Ramona González-Gray. J'ai lu qu'elle était dans l'enseignement. Oui, elle était directrice d'une école maternelle. Donc elle va continuer le chemin. Voilà. Nous travaillons ensemble comme nous le faisons depuis 8 ans. Et ce matin, nous avons passé la matinée ensemble pour préparer la réunion de l'exécutif de la mairie ce soir, le bureau municipal, pour préparer l'installation des nouvelles commissions et autres comités consultatifs. On regarde ça ensemble. Donc j'ai lu que vous étiez aussi vice-président d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et président d'Épure, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise, c'est ça? Et j'abandonne toutes ces fonctions parce que tout. c'était des fonctions qui étaient liées à Saint-Étienne Métropole. Ouais. Et comme on a eu la bonne idée de supprimer un poste de délégué par commune à la suite d'une mauvaise interprétation d'un texte, je dirais, d'ailleurs la faillite au Conseil d'État, donc je ne suis plus délégué communautaire, donc je ne peux plus occuper ces fonctions-là. Donc vous n'avez plus qu'un seul mandat alors? Et C'est premier adjoint? Voilà, tout à fait. Donc Mais le reste, c'est pas des mandats. Être président de l'agence d'urbanisme, c'est du bénévolat, puisque c'est une association loi 1901, et il n'y a aucune indemnité liée à ce genre de fonction. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la même chose, ce sont des associations loi 1901. D'ailleurs, ça ne se bouscule pas pour prendre ces postes. Non, mais Les grands élus ne viennent pas là-dedans, en général, ils laissent ces fonctions à d'autres, parce que ça coûte plus que ça ne rapporte pas. Donc, pas d'envie de législative au mois de juin, alors? Non, pas du tout. J'aurais eu l'occasion bien avant. Ni des sénatoriales au mois de septembre? Non, non plus. Noël Berlier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors, je suis Noël Berlier, donc je suis président de Ardiso 88 depuis 18 ans. Ça consiste en quoi? Ça consiste donc à faire remonter aux autorités les problèmes que pose le trafic de la RN 88 sur Saint-Étienne. On avait démarré sur Solor et aujourd'hui donc on couvre à la demande de riverains, je précise, un territoire qui va de Terre-Noire au Chambon-Feugerolles. Est-ce qu'avec le temps vous avez constaté des améliorations ou c'est le... Alors des améliorations, on a obtenu, je peux dire, parce que donc on ne veut pas se faire voler cette chose. À l'instant, M. Garrido parlait de bénévolat. On est tous des bénévoles, on sait ce que c'est. Effectivement, ça ne se bouscule pas trop au portillon pour prendre des responsabilités. Mais moi, je l'assume, j'en suis fier, j'en suis très très heureux. Donc, Ardiso 88, on est né, donc, on était une dizaine au départ. Aujourd'hui, on est 150. On se bat effectivement pour obtenir des protections pour... notamment déjà au départ c'était le bruit. Après donc maintenant évidemment il y a l'air, on va en parler. Donc on a obtenu au départ des protections sur Solor, Digonnière qui ont été très très importantes. Ensuite il y a eu un trou d'air de 2006 à 2010 on va dire. Puis aujourd'hui il semblerait que ça redémarre aujourd'hui, donc on en parlera tout à l'heure. Et actuellement je me bats là sur une quinzaine de jours à courir de partout, voir des riverains pour apporter des choses à l'Adréal, mais on en parlera aussi peut-être. Voilà, donc on est fiers de ce que l'on fait. On est en train d'obtenir de nouvelles protections actuellement.
on est dans les études, des études de bruit, et donc ça va démarrer fin 2017, début 2018. Alors, M. Garrido, j'avais vu dans les médias que vous n'étiez pas très favorable à la 45. Je suis complètement opposé à la 45. J'essaie d'être modéré. Oui, vous avez raison. Et je me suis dit, si je le fais venir et qu'on est tous contre la 45, on va dire, il est contre la 45. C'est pour ça que je me suis permis d'inviter M. Berlier, qui lui est pour. Et j'ai donc souhaité un échange entre vous deux. Dites-moi pour, dites-moi contre, dites-moi vos arguments pour me convaincre. Pour commencer, je dirais que je suis pour soutenir l'action que mène cette association pour la défense des riverains qui supportent une situation intenable depuis des décennies. C'est insupportable que des populations soient devant une masse de circulation, soumis au bruit et à la pollution atmosphérique dans des conditions, je dirais, insupportables. Par contre, qu'on souhaite perpétuer, reconduire, refaire encore et encore une autoroute qui n'enlèvera rien, c'est pas ça qui va arriver à solutionner les problèmes des riverains de la 47 aujourd'hui ou de la nationale 88. Ils continueront à avoir la circulation, la pollution atmosphérique. La seule chose, c'est que ça sera doublé. Lorsqu'on met deux autoroutes l'une à côté de l'autre, d'ailleurs j'ai demandé que des études soient faites par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour voir les conséquences négatives en matière de pollution atmosphérique qui figurent déjà dans le dossier de DUP. C'est inscrit. Le pourcentage de pollution supplémentaire que ça va apporter pour relier la Fouillouse à Brignais qui est encombré tous les matins et qui va coûter 1,2 milliard d'euros, dont 845 millions d'euros d'argent du contribuable, et détruire 500 hectares de terres agricoles et naturelles. Vraiment, je ne comprends pas. Qu'on se défende sa situation, je le comprends. J'ai eu des courriers qui m'ont été adressés par cette association et je les soutiens. Par contre, qu'on veuille perpétuer en augmentant le flux automobile, ça ne sera que négatif. Où sont les belles théories de la COP 21, de la COP 22 ? Moi, quand je vois des villes comme Toulouse, la région parisienne, Grenoble, qui se préoccupent du trafic en construisant des téléphériques urbains qui permettent des déplacements dans des fonds de vallée qui sont particulièrement étroites. Ça, je comprends. Qu'on ait fait en sorte de requalifier la 47, ce que Pascal Clément n'a pas voulu, parce qu'il était, il était administrateur des autoroutes du sud de la France. Il était intéressé à la fois en tant qu'administrateur et à la fois en tant que destructeur. Eh bien, on a laissé pourrir cette autoroute. Depuis qu'elle est construite, on n'a pas mis 1 centime d'euro là-dessus. Et puis après, c'est facile de dire, vous voyez bien, elle est obsolète. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là ? Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Moi, ça fait 40 ans que j'entends dire que la 47, c'est fini, qu'au niveau économique, c'est catastrophique. Ça fait 40 ans que la situation économique de l'agglomération stéphanoise est en train de crever. 40 ans. 40 ans. Moi, la Talaudière, j'ai la plus grande zone économique du département de la Loire. C'est complet. Et je rencontre régulièrement des chefs d'entreprise. Il n'y en a pas un qui m'a parlé d'une autoroute supplémentaire pour pouvoir se développer. Moi, quand je vois un chef d'entreprise qui me dit qu'en 2016, son taux de progression, il parle comme ça, est à 2 chiffres, vous savez ce que ça veut dire ? C'est au-dessus de 10% de marge supplémentaire. J'ai fait un peu de compta, moi. Et ils n'ont pas la 45, et j'ai des grandes entreprises comme Focal, comme tout ce qui est sur le pôle de la viande, comme Renault Truck qui vient de s'installer. J'en ai pas un qui me parle d'autoroute. S'intéresse qui ? La CCI, les transporteurs routiers, c'est pour ceux-ci qu'on fait des autoroutes et qu'on va apporter de la pollution et du bruit supplémentaire. Qui était demandeur à la base ? Qui était demandeur ? Les transporteurs routiers. Et aujourd'hui, ils sont toujours demandeurs ou c'est... Bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils pensent une chose, c'est qu'ils auront la 47 gratuite pour eux, ouais. Et que les automobilistes prendront la 45 payante. Ça, c'est un doux rêve, je pense, parce que les gens ne seront pas prêts à payer tous les jours. Alors, ça va servir à quoi ? Ouais. 1,2 milliard d'euros. On va peut-être écouter un défenseur de la 45 ? Alors, évidemment, je suis en désaccord avec ce que dit M. Garrido. Quelle est la situation ? En 1960, il y avait en France 11 millions de véhicules dans le parc français. Aujourd'hui, donc 50 ans après, il y en a donc 40 millions. C'est-à-dire 4 fois plus. Chaque automobile aujourd'hui roule 3 fois plus qu'il y a 40 ans. On fait 3 fois plus de kilomètres individuellement qu'il y a 40 ans.
La 47 a été construite il y a 50 ans. C'est un secteur que je connais très très bien. Je suis né à 7 mètres de la voie ferrée, donc on peut parler de la voie ferrée. J'ai connu le canal sur lequel a été construit donc l'autoroute, le canal d'Entre-deux-Mers. Donc je l'ai connu à découvert. Il n'était pas en fonction parce que je ne suis pas aussi âgé que ça. Mais donc depuis 50 ans, contrairement à toutes les autres villes de Rhône-Alpes, de Bourg-en-Bresse, Grenoble, Valence, Annecy, etc. Donc la liaison Lyon-Saint-Étienne, il n'y a pas eu de nouvelles voies qui se sont créées. Est-ce qu'il y avait la place? Comment? Est-ce qu'il y avait la place pour créer une nouvelle voie? La place, c'est la 45. Donc c'était une deuxième autoroute tout de suite? Absolument. Donc, et c'est pas moi qui le dis, puisque donc tous les élus ont lancé des études, plusieurs études qui ont toutes abouti à l'objectif de réalisation de la 45 et de son utilité. L'État lui-même a dit que les problèmes de la 47 actuellement coûtent 500 millions d'euros par an. Donc ça, c'est l'État. C'est à moins qu'on ne croit plus à ce que disent les élus ou les responsables gouvernementaux ou les études qui sont pratiquées. À ce moment-là, on ne croit plus en rien. Donc moi, j'écoute. Moi, je suis un petit gugus de quartier et j'écoute ce qui est dit et ce que je lis dans la presse et les comptes rendus d'études, etc., etc. Donc 500 millions d'euros, c'est quand même pas rien, quoi. D'accord ? Et d'autre part, évidemment, au niveau, puisque l'augmentation du trafic, aujourd'hui, il y a 94 000 véhicules qui passent sur la 47, 90 000 qui vont sur la RN 88. Ça veut dire aussi que la pratique d'échange entre Lyon et Saint-Étienne, c'est 150 000 personnes chaque jour, parce que dans chaque véhicule, il y a au minimum 30% qui ont plusieurs passagers. Donc c'est 130 000 en voiture et c'est 20 000 par le rail. Donc les échanges entre Lyon et Saint-Étienne, c'est quelque chose de capital. Saint-Étienne, c'est la deuxième ville de Rhône-Alpes et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est même le centre, je dirais, de la région Rhône-Alpes. De la nouvelle région, oui. Donc, au niveau des pollutions, par exemple pour les riverains de la 47 et de la RN 88, tout à l'heure, donc, M. Garrido le disait, évidemment, quand on regarde, parce que aujourd'hui, on parle des pollutions de Grenoble, de Lyon et tout ça. On dit Saint-Étienne n'est pas pollué, ce qui est faux concernant la 47 et la RN 88. On ne parle pas de la RN de la 47 et la RN 88 qui sont polluées au-dessus des normes à longueur d'année. Et ça, M. Garrido le connaît très bien, puisque ce sont des comptes rendus de Atmo Rhône-Alpes qui, au bord de la 88, je ne parle pas d'autres sites qui ne concernent pas directement la 72 et la RD 201. Donc, que dire, Atmo Rhône-Alpes, aux abords de la 47 et la RN 88, donc la situation est qualifiée de très mauvaise, ce qui est pratiquement le maximum de la pollution. Et d'autre part, un autre indicateur ORAN, qui lui regroupe les deux pollutions, donc de l'air et du bruit, lui donc donne comme situation très dégradée, c'est-à-dire c'est aussi le maximum. Donc la solution, et le trafic augmente de 0,6% par an. On a aujourd'hui 6 000 poids lourds qui passent devant nos portes, c'est ce que disait M. Garrido, mais tout à l'heure, donc c'est vrai qu'il a été donc président de Air Rhône-Alpes qui s'est transformé en Atmo Rhône-Alpes. C'est pas spécialement à lui, mais je dis que l'ensemble des élus, on le voit bien, s'occupent de beaucoup de choses, mais on ne les entend pas tellement parler de ces problèmes de la 88, de la 47, mais enfin en ce qui concerne la 88, puisque moi je suis sur la 88. Je voudrais que, même aujourd'hui, d'ailleurs on est en discussion assez forte avec le président de Saint-Étienne Métropole, donc Gaël Perdriau, moi je souhaite qu'il y ait aujourd'hui quelque chose de très fort qui soit étudié, des projets qui soient étudiés par Saint-Étienne Métropole pour sortir. La seule solution, c'est de sortir du trafic. D'ailleurs, comme l'avait dit le préfet de région Carinco, il nous avait écrit ça donc en 2011, il nous a écrit ça en tout cas, qui disait que évidemment que c'est dommage que le cause ait été abandonné, mais que ce serait très bien quand même de transférer du trafic dans des milieux moins urbanisés. C'était exactement ça. D'ailleurs, je dirais aussi que la 45 est passée à travers tous les filets, quoi, c'est-à-dire à travers tous les filets.
et le dernier, donc la GACEF, et puis donc Mobilité 21, par exemple, Mobilité 21, qui a été créé par le gouvernement donc sous le quinquennat de François Hollande. La 45 était dedans, hein, et concernant le COS, d'ailleurs, il était aussi dans le contrat de plan État-région 2013, pardon. Voilà, donc ces projets, je vois pas pourquoi on abandonnerait la 45, puisque c'est passé dans tous les filtres, hein, toutes les élections et voilà, toutes les élections. Et le cause, il faut effectivement le remettre en projet. Et ça, donc, je m'en occupe avec certaines métropoles et d'autres élus, puisque tous les élus que je rencontre, ils sont tous pour, je veux dire, là-dessus. Pas tous, puisqu'on en a un qui est contre. Non, mais je parle du cause. Hein, on n'a pas parlé à la 45, évidemment. Non, mais je sais bien qu'il y a beaucoup d'opposants à la 45. On est bien d'accord qu'il y aura toujours des pour et des contre. Moi, ce que j'aimerais qu'on dise, c'est les pour et les contre, justement. Oui, pourquoi on a besoin de ça? On comprend bien qu'il y a plus de trafic. Qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que ça ne va pas amener si on ne la fait pas? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? On parle beaucoup du train. Est-ce qu'on va peut-être aller à Lyon en drone dans l'avenir? Je ne sais pas. Alors le train, c'est très simple. Du concret pour les auditeurs. Alors le train, c'est une voie que je connais très très bien. Si vous voulez, je sais comment elle a été faite aussi, puisque j'avais une vieille maison de famille en Pisé qui avait été construite avant la voie ferrée de 1830. Hein. Et chaque fois que le train passait, quand il était donc à vapeur, la maison branlait. Elle n'est jamais tombée d'ailleurs, c'est extraordinaire. Elle est toujours debout. Mais donc cette voie ferrée, c'est vrai qu'elle a été construite à flanc de colline d'un côté et en bordure du Gier de l'autre côté. Donc il y a quand même des risques, si vous voulez, avec le trafic. D'ailleurs, on voit bien que assez souvent il y a des incidents qui arrêtent. Donc je ne parle pas des mouvements sociaux. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça, mais donc il y a souvent effectivement des arrêts ou des retards. Voilà. Donc, alors, la SNCF dit elle-même qu'elles ne peuvent pas augmenter le trafic et ils ne peuvent pas augmenter le nombre de passagers aujourd'hui, puisque c'est quand même la voie ferrée la deuxième de France, après l'Île-de-France, hein, au niveau du nombre de passagers. Ce qui prouve d'ailleurs que les échanges entre Lyon et Saint-Étienne sont absolument nécessaires. Beaucoup disent qu'on ne changera pas le problème, qu'on va le déplacer, mais qu'on ne le changera pas. Moi, concrètement, j'aimerais savoir ce que ça va nous apporter. Sans parler bien évidemment de tous les gens qui vont râler parce qu'on va passer dans leur jardin et les nuisances. Bien sûr. Mais si on fait cette A45 qui va coûter très cher avec nos impôts, qu'il va falloir payer tous les jours si on l'emprunte, et on aura les mêmes problèmes en arrivant à Lyon, on sera dans les bouchons quand même. Oui, mais alors se sera enrichi sur le dos du contribuable et de l'utilisateur. Ça permettra peut-être de créer le revenu universel. Voilà, peut-être, ça payera peut-être ça, je ne sais pas s'il sera mis en place. Mais quand j'entends M. Berlier s'expliquer, je dis, le bourrage de crâne, il est bien passé. Moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne. Les pros à 45, de toute façon, on ne peut pas discuter avec eux, ils sont pour. On a l'impression que c'est une religion. Je suis pour la 45. Personne m'a bourré. Envers et contre tout. Monsieur Garrido, personne m'a bourré le crâne. Je suis capable pour moi-même d'analyser. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Je vous ai pas coupé. Non, mais vous me mettez en cause, là. Comme ça. Non, mais je réponds simplement à votre façon de présenter les choses. Je dis simplement que ce projet, il date de 50 ans. C'est un projet du XXe siècle. On est au XXIe siècle. Et dans la DUP que j'ai lu, et pourtant c'est un document qui est particulièrement fastidieux à lire, il y a des choses très intéressantes qui sont dites. Il y a eu des enquêtes de terrain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur 100 véhicules qui roulent, il y en a 20 qui sont à usage professionnel. C'est-à-dire qu'il y a 80% de véhicules qui roulent simplement par plaisir, parce qu'on a envie de prendre sa bagnole, même quand on a 500 mètres à faire. On prend sa bagnole. L'homme aujourd'hui ne peut pas vivre avec sa bagnole. Il va sacrifier un certain nombre de choses élémentaires à la vie de sa famille, mais pour les vacances, il faudra une voiture neuve, parce que c'est mieux. On va pas en vacances avec sa bagnole. Et je pose une question, M. Berlier. Vous avez dit tout à l'heure des références. On n'a pas tenu compte de l'évolution du parc automobile qui a été multiplié par 4 en 50 ans. Dans 50 ans, on se retrouvera, on va multiplier encore par 4 le parc automobile. Est-ce qu'on va truffer une nation comme la France, qui est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de kilomètres routiers? Il n'y en a pas d'autres exemples. Donc on ne doit pas en manquer. Il y a en Allemagne, en Angleterre ou dans les autres pays, l'Italie et compagnie. On circule aussi. Donc pourquoi en France, tous les 50 ans, il faudrait doubler, tripler?
La dernière qui s'est construite dans notre département, c'est la 89. Vous connaissez les chiffres de circulation qu'il y a sur la 89 aujourd'hui? Est-ce qu'on peut redire la liaison? C'est quelle liaison? C'est Balbigny, Lyon, on va dire, la tour de Salvani, puisque c'est pas tout à fait terminé encore. J'y suis allé la prendre plusieurs fois pour voir. Alors vous êtes sûr de ne pas être ennuyé par un bouchon. Il y a 5000 véhicules jour qui passent. Aujourd'hui, elles perdent de l'argent tous les jours. C'était prévu pour 30 000 véhicules. Les chiffres que vous avez cités, M. Berlier, ils datent de l'époque de la DUP. La DUP, elle a 10 ans. Or, les chiffres aujourd'hui qui sont détenus par la DREAL, je les ai eus puisque j'y suis allé il y a peu de temps et je dois être reçu à Paris pour avoir les chiffres et les tracés qui sont en train de s'affiner. Eh bien, aujourd'hui, il y a une baisse de circulation qui se fait jour. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a une baisse. Peut-être aussi que les gens, finalement, lorsqu'il n'y a plus de sous, on utilise peut-être un peu moins sa voiture. L'autre élément, c'est que le trajet Saint-Étienne-Lyon, parce qu'on ne parle jamais du trajet Lyon-Saint-Étienne. Les Lyonnais, ils n'ont pas besoin de venir à Saint-Étienne. Ils travaillent à Lyon. Et les Stéphanois, la pompe à emploi, c'est en direction de Lyon. C'est pour ça qu'on est toujours coincé à Givors. Et oui, c'est pour ça. Et le soir, dans l'autre sens. Tout à fait. Donc les Lyonnais, ils ne voient pas arriver d'un bon œil. Et d'ailleurs, on ne leur demande pas leur avis. On va leur imposer une voie de circulation supplémentaire, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et qu'aujourd'hui, les trajets qui se font entre Saint-Étienne et Lyon, sur 10 voitures qui partent, il y en a une qui arrive à Lyon. Les autres s'arrêtent à Givors, à Rive-de-Gier. C'est ce qu'on appelle du cabotage. C'est-à-dire la 45, telle qu'ils l'ont conçue, c'est anti-cabotage. Il faut qu'on fasse des distances beaucoup plus longues, ça rapporte mieux d'abord. Donc les gens qui font, entre autres, un trajet pour aller de Saint-Étienne à Saint-Chamond, ils ne prendront pas la 45. Ceux qui font un trajet pour aller à Marseille, ils ne prendront pas la 45. Pour aller à Saint-Exupéry, ils ne prendront pas la 45. Ce serait complètement idiot de monter à Brignais pour tomber dans un autre bouchon, parce que Brignais, c'est un bouchon. D'autant plus que Gérard Collomb, qui en a ras-le-bol d'avoir la ville la plus polluée de Rhône-Alpes, a décidé de bloquer la situation de la circulation de transit. Ils vont faire quoi, les Stéphanois, lorsqu'ils auront leur bagnole bloquée à l'entrée de Lyon, après avoir payé un péage à 10 € l'aller-retour et avoir payé avec leurs impôts? Mais c'est d'une absurdité, mais j'arrive pas à comprendre, comme personne intelligente n'arrive pas à comprendre ça. Et je dis en plus de ça, c'est la destruction, parce que la pollution qu'il y a aujourd'hui avec la nationale 88 et la 47, ça va être doublé avec la 45. Des populations seront coincées entre deux autoroutes. Et vous faites référence à M. Caranco, que je connais bien. Je ne dirais pas que c'est un ami, mais pas loin. Il était contre la 45. Il a toujours été contre la 45. Il était pour un certain nombre d'arrangements, d'édifices supplémentaires, un deuxième pont sur le Rhône, entre autres. Il n'a jamais été favorable à la 45. C'est pas vrai. De toute façon, il y aura toujours les pour et les contre. Est-ce qu'il n'y a pas, entre vous deux, et au-delà, les pour et les contre, est-ce qu'il n'y a pas un compromis? Est-ce qu'il n'y a pas une solution qui presque arrangerait tout le monde? Le compromis, c'est pas de 45, c'est tout. Je pose la question, moi, j'ai pas les réponses. Non, mais le compromis, alors, moi, de toute façon, je n'ai pas de compromis particulier là-dessus. Bon, pour moi, je pars sur des choses réelles. Toutes les études qui ont été commandées par des élus. Bon, aujourd'hui, un élu, un maire de ville, par exemple, s'il commande des études et qu'il n'en tient pas compte derrière parce qu'il y a des opposants, il n'a plus à diriger une ville. Bon, donc, à partir du moment où il y a des études qui ont été faites à plusieurs reprises, ça a été confirmé parce qu'il y a une échelle de confirmation, un projet, bon, il ne se fait pas comme ça en tapant dans la main. Il y a une échelle d'études, il y a une échelle... Oui, mais non, 50 ans, non. Parce les choses évoluent, de toute façon, parce que les études, elles doivent dater déjà. Oui, mais alors, non, mais le problème, c'est qu'en France, si vous voulez, avant de décider quelque chose, comme dit M. Garrido, il faut 50 ans. Bon, le problème, c'est vrai que souvent, quand on le voit bien avec Notre-Dame-des-Landes aussi. Bon, alors un parallèle quand même, quoi. Notre-Dame-des-Landes, 168 décisions de justice favorables à Notre-Dame-des-Landes, et on hésite encore. Et on dit, allez, on repart en justice, etc., etc. Alors qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est pas le problème. Mais si les élus ne peuvent plus décider à partir du moment où il y a des décisions qui sont prises. Et j'apprécie beaucoup M. Garrido par la gestion de sa commune. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas élu pendant 20 ans à la tête d'une commune par hasard. C'est parce qu'on est certainement bon et qu'on défend bien sa commune. Par contre, ce que je me permets de lui dire quand même, pour un élu, M. Garrido, moi je regrette, si vous voulez, que vous parliez de faire appel à des zadistes. Vous savez, les zadistes, ce sont des gens qui sont hors la loi, il faut dire les choses comme elles sont. Et vous avez
parler peut-être de les héberger. Alors que vous Tout à battez... fait, et je le ferai. Oui, mais M. Garrido, là, honnêtement, votre position d'élu, elle est très difficile à tenir, parce que lorsque vous êtes plus maire, et bon, je salue votre façon de faire là-dessus. Mais bon, si vous étiez encore maire et que demain matin vous avez des opposants et que vos opposants vous disent, attendez, on va occuper la place de la Talaudière, on va gêner la circulation, on va casser 2-3 lampadaires. Qu'est-ce que vous allez dire, M. Garrido? Donc, je ne vous permets pas de dire qu'on va casser des lampadaires. Les zadistes, jusqu'à maintenant, les zadistes à Notre-Dame-des-Landes, au barrage de Sivens, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas montré quand même qu'ils étaient véritablement calmes. Et quand ils viennent s'installer pour plusieurs mois dans des espèces de boui-boui ou c'est des toiles de tente. D'ailleurs, c'est pas les premiers écologistes. Je ne vous permets pas de dire qu'ils vivent dans des boui-boui. Enfin, absolument. Quand on voit Notre-Dame-des-Landes, est-ce qui s'est passé? Non, mais il en déroule. Non, mais c'est pas vous. Ça en déroule le barrage de Sivens aujourd'hui. Oui, il me semble bien que l'État, après étude, justement, non, c'est pas ça. Ils ont reculé sur ce projet imbécile. Mais non, M. Garrido, vous savez très bien que le barrage de Sivens, ils ont reculé face aux zadistes. C'est parce que malheureusement, il y a eu un mort, effectivement. Mais vous savez, M. Garrido, le département avait voté, les conseillers généraux de l'époque avaient voté à 100%, moins une abstention gauche et droite, moins une abstention écolo, si vous voulez. Donc, ils avaient voté à 100% pour le barrage de Sivens. Il a été remis en cause et aujourd'hui, donc, Ségolène Royal a dit on va faire plusieurs petits barrages, etc., ce qui satisfait personne non plus, si vous voulez. Bon. Mais honnêtement, moi, je suis respectueux des élus. Je respecte les élus, mais il faut respecter aussi les décisions qui sont prises. Même les bêtises quand ils en font. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Vous parlez toujours d'autoroute. Oui. Vous connaissez l'autoroute qui relie Pau à Langon? Non, mais allez-y, mais allez-y. Écoutez, moi, est-ce que allez-y. Est-ce que vous Premier véhicule jour, ça a coûté 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, cette autoroute a un déficit de 30 millions d'euros par an. C'est ça les bonnes décisions, il ne faut pas s'opposer à ça. Monsieur Garrido, dans chaque société, je pense qu'il peut y avoir des erreurs. Peut-être que je ne connais pas le problème. Qui coûtent cher, tout à l'heure, vous disiez que la France, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de routes et tout. Mais on est aussi central à l'Europe. Je vous prends la 47 et la RN 88. Aujourd'hui, je pensais que c'était plutôt l'Allemagne qui était la voie. Non. On va faire de la géographie. Moi, ce que je voulais savoir dans ce débat, c'est les arguments. La RN 88 et la 45, c'est la voie européenne E70 qui part de la Turquie à l'Espagne. Ça n'est que pour les routes. Défendez votre territoire, je le comprends. Et je suis prêt à vous accompagner. D'ailleurs, je l'ai dit à Sadia Métropole, c'est inadmissible qu'on fait supporter aux riverains Mais arrêtez de vous la reporter ailleurs. Non, la souffrance que vous avez à cet endroit. Concrètement, on se tourne vers l'avenir, on fait quoi alors? Pour un machin qui sert à rien. Donc vous, ça sert à rien et vous, il le faut. Donc comment on fait alors? C'est nécessaire de transférer du... Alors, est-ce qu'on peut pas réduire les transports? Est-ce qu'on peut pas faire d'autres choses? Monsieur Gilles, bon. Sinon, si on reste dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Si on reste dans cette situation, il faudra attendre 30 ou 40 ans pour qu'il y ait des voitures électriques ou des voitures beaucoup moins polluantes. 30 ou 40 ans, c'est le minimum. Ça, c'est une volonté politique, encore une fois. Voilà, exactement. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, il y a d'ailleurs 25 ans que j'écrivais dans une petite feuille de chou là, que la France devait se positionner au niveau électricité sur les voitures il y a 25 ans. Bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on ne bouge pas et si on fait, comme vous dites, la 47? Donc la 47, on aménage la 47. Vous savez très bien que les études ont évacué cette solution. C'est pas vrai, mais vous dites des bêtises. Non, absolument pas. Je veux me fâcher. Vous avez fait référence tout à l'heure au dossier qui a été conduit par l'État pour faire les études comparatives sur les grands projets. Lisez-le au moins. Mais je connais. Lisez-le. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ce rapport sur la 45? La dernière étude qui a été qu'est-ce qu'il dit? La dernière étude qui a été commandée, alors évidemment vous allez la contester par la région Rhône-Alpes, dit que ça a confirmé, ça a été confirmé d'ailleurs. La rénovation de la 47, comme vous le souhaitez, c'est 980 000 euros de frais, d'investissement, ce qui est à peu près le coût
le coût de l'A45. Bon. 1,2 milliard là, oui, alors, Monsieur Garrido, en euros de tout à l'heure, vous faisiez allusion qu'à la limite, je transférerais bien des pollutions sur d'autres secteurs. Mais si vous conservez l'A47, Monsieur Garrido, donc forcément, il y aura un appel d'air avec un trafic supplémentaire aussi, et il y aura des pollutions supplémentaires pour les gens, les riverains de l'A47 et de la RN88. C'est indéniable. Écoutez, moi je suis désolé, dans une société on partage à la fois les avantages et un petit peu les inconvénients. Et d'ailleurs, si vous prenez dans une salle de 20 mètres carrés et que vous établissez une pollution à 100, si cette pollution vous la mettez sur une salle de 200 mètres carrés, vous allez la diviser par deux et elle va tomber probablement en dessous des normes. C'est ça, c'est-à-dire que je vous pose une question. Si vous permettez, je vous pose une question. Je suis d'accord sur une chose, si vous voulez, c'est l'impact sur les terres agricoles, mais ça on peut en parler aussi. Mais au niveau de la pollution, vous ne serez pas au-dessus des normes de pollution lorsqu'il y aura la 45. Je vous pose une question. Vous pensez que la pollution atmosphérique, elle reste immobile là où elle se produit ? Non, je crois qu'elle reste à Tchernobyl. Dans la vallée du Gier, en tout cas, oui. Hein. Vous avez vu justement Tchernobyl, le nuage est parti de Russie. Oui. Il a traversé toute la France, exact, malgré qu'à l'époque on nous ait dit que les frontières il s'est arrêté aux frontières. Mais une pollution atmosphérique, monsieur, elle se déplace. Oui, on voit bien, d'ailleurs, les jours derniers, aujourd'hui ça s'est arrangé, mais il n'y avait pas que l'agglomération lyonnaise, Grenoble, Paris, ou la vallée de l'Arve, qui était toujours l'agglomération stéphanoise, était également en pollution atmosphérique. On est d'accord. Mais ça se déplace. C'est pas parce... sur le Mont Blanc, j'y vais de temps en temps, on trouve la pollution atmosphérique qui se fait ailleurs. Oui, donc à partir de là, il ne faut pas croire parce que vous allez à la 45, vous n'aurez plus de pollution sur la 88. Je suis d'accord avec vous, mais sauf qu'aujourd'hui, on était, ces temps-ci, si vous voulez, on était en surproduction de pollution. Sauf que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, dû à quoi ? Dû à l'atmosphère et puis au trafic. Oui, l'atmosphère, un bon dos, c'est les bagnoles qui polluent. Oui, c'est le troisième. L'industrie aussi, je pense. C'est la troisième source. L'industrie aussi. C'est la troisième source de pollution, le trafic. Ils sont en très forte baisse. Il y a beaucoup de progrès du côté des industriels. Au niveau des traitements de fumée, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir par rapport à autrefois. Mais les deux grosses pollutions à cette époque de l'année, c'est le chauffage urbain d'une part, et surtout la voiture. Mais la voiture, et l'agricole aussi. Ceux qui sont favorables au développement de la bagnole, tous ceux qui en vendent et qui en fabriquent d'ailleurs, ils arrivent même à tricher. Et on voit ensuite, ils vont payer des amendes considérables parce qu'ils ont triché. Donc, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui ? On ne compte pas toute la pollution qui est due pour fabriquer du pétrole et de l'essence. Il y a une pollution qui se fait déjà là. Et en plus de ça, on est en train de pourrir la vie des générations futures en gaspillant là aussi les sources d'énergie. De toute façon, on a bien compris qu'on ne vous mettra pas d'accord. Non, mais il y a les pour, il y a les contre, ce qui est logique. Non, mais on est en désaccord, mais humainement, on n'a rien à se reprocher. Je veux dire, on est en désaccord d'arguments là-dessus. On arrive au terme de l'émission. On a deux visions différentes, tout à fait. Deux visions différentes. Espérons que si cette 45 naît un jour, elle sera profitable à tout le monde, que ça résoudra des problèmes, que l'autoroute. Moi, j'espère que l'autoroute, elle sera payée par nos impôts, donc elle sera gratuite. Légalement, légalement, elle doit se faire. Donc la conclusion, c'est qu'on achète tous un vélo et on fait du vélo. Ben non, pas moi, parce que moi, je roule en voiture. J'ai fait 3,5 millions de kilomètres dans ma carrière. Hein. J'ai fait 40 ans de route en tant que commercial. Et d'ailleurs, même M. Garrido, ces zones industrielles se sont développées aussi. Et il y a beaucoup de poids lourds. Je vais souvent à la Talaudière, M. Garrido. Et donc, dans les entrées de la Talaudière par la 72, il y a énormément de poids lourds qui, tous les jours, vont sur vos zones industrielles. Je vous dirais une chose, la Talaudière a une maison d'arrêt depuis 50 ans. Elle a une grande zone industrielle qui provoque aussi un certain nombre de suggestions. Elle est traversée par une route qui était une route nationale où il passe chaque jour 15 000 à 17 000 véhicules jour, plus que sur la 89 à Rouen. Donc, des leçons sur ce qu'il faut faire comme effort, on en a fait beaucoup. Oui, bon, écoutez, on va conclure parce que l'heure, c'est terminé. Monsieur Garrido, merci d'être venu nous voir. J'ai envie de vous dire bonne retraite. Non, pas retraite, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a encore des choses à faire. Oui, il y a encore des choses à faire. Merci d'être venu. Donc, on va suivre ce dossier de la 45. Moi, je suis à votre disposition quand vous voulez. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, jeudi à 18h. On se retrouve vendredi à 11h pour la rediffusion. Et puis à noter, ce week-end, ce dimanche 5 février, il y aura la foire aux disques, les vinyles, les CD, les DVD. Tout ça à la Bourse du Travail, cours Victor Hugo. Et mini-concert avec Chris Evans à 17h. En hommage à Elvis. T'as vu, il déménage, mon ancien maire. Hein.
Il déménage, ouais. On va prendre la voiture et on va faire un petit peu de pollution. À la semaine prochaine. Merci.